Bon, bien, nous allons donc commencer. Bonjour à tous à nouveau et je vous souhaite la bienvenue pour le modèle 3 que nous avons, donc mesure, notification, vérification en haute intégrité. Et naturellement, donc, je suis chargé des forêts à la FAO, Jerick Lindquist, et nous allons continuer. Nous allons vous présenter aujourd'hui nos informations, comme la dernière fois, et j'espère que ça sera intéressant pour vous et rempli d'informations. Et nous allons commencer tout de suite, comme d'habitude, avec des commentaires pratiques. Alors, ce webinaire est en anglais avec l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Les langues d'interprétation peuvent être choisies en bas de votre écran Zoom. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible dans les jours à venir. Module 3, donc, sur la plateforme, mais sera accessible jusqu'à la fin du cours. Si vous rencontrez des problèmes avec le son ou l'interprétation, dites-le le plus rapidement possible. Vous pouvez poser vos questions au présentateur en utilisant les options Q&A, questions-réponses. Et assurez-vous que votre micro est fermé par défaut. Si vous devez prendre la parole pendant les questions-réponses, levez la main avec le bouton sur l'interface Zoom pour lever la main et on vous donnera la parole. Si les présentateurs vous donnent la parole pendant la session de questions-réponses, mettez votre vidéo et si le son n'est pas bon, les interprètes ne pourront pas vous interpréter parce qu'ils ne vous entendront pas bien. Vous ne serez pas interprété dans les autres langues. Et le mauvais son peut aussi nuire à l'ouïe des interprètes, donc parler clairement et lentement, et de préférence avec un micro. Comme la dernière fois, nous aimerions fournir des informations sur la teneur de cette session en ligne. Vous pouvez poser vos questions en anglais, français ou en espagnol en utilisant la boîte de questions-réponses. Les présentateurs essaieront de répondre à toutes les questions pendant la séance de questions-réponses. S'il y en a auxquelles ils n'ont pas pu répondre à cause de problèmes de temps, ils en prendront note et les réponses seront envoyées dans les jours à venir. La session a pour objectif de fournir un panorama des principaux points du matériel de cours sur donc ce module 3. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le CEPAL pour suivre tous les points ou étapes qui seront expliquées pendant cette session. Après la mise à disposition de ce webinaire, si vous avez encore des questions sur la plateforme CEPAL, utilisez la communauté des usagers de CEPAL, comme c'est expliqué donc sur sur l'interface. Lorsque vous êtes enregistré sur le CEPAL, vous serez automatiquement un membre de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'estimation de la superficie et de l'erreur basée sur les échantillons. Donc aussi d'après la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et d'autres donc normes du rapport d'émissions de carbone sur les composites, comment classer ces composites, comment enregistrer les changements de couverts forestiers. Nous examinerons rapidement la question 2 et ensuite nous essaierons de mettre un échantillon stratifié pour estimer donc avec précision la zone déboisée et comment interpréter les données dont vous disposez. Alors, très rapidement, une note sur ce que nous entendons par haute intégrité. C'est une question ouverte pour tout dire. Il n'y a pas de définition reconnue de cette haute intégrité, mais dans le contexte de RED+, donc le MNV, et donc c'est quand il y a des réductions qui sont crédibles et fiables, ce qui veut dire que les mesures sont précises ou lorsqu'on ne peut pas assurer cette précision, eh bien, elles sont assez conservatives, donc assez prudentes. Les points de départ et les niveaux de référence pour calculer la réduction des émissions sont évalués et sont crédibles pour éviter, dans la mesure du possible, les surestimations. Et les données, l'analyse des données sont transparentes, permettant une validation et vérification. Et si vous voulez aller au-delà de ces critères fondamentaux, vous pouvez envisager que la réduction des émissions sont permanentes ou que des mesures sont en place pour réduire le risque de
d'inversement des réductions d'émissions réalisées. Les réductions d'émissions ne sont pas déplacées, c'est avec un risque de perte des émissions qui sont réduites dans la mesure du possible. Et les réductions d'émissions sont supplémentaires, ce qui veut dire qu'elles ne se dérouleraient pas autrement. Voilà ce que nous entendons lorsque nous parlons de haute intégrité, de mesures de haute intégrité. Alors maintenant, je voudrais rapidement passer en revue avec vous afin de faire des mesures et des estimations. Nous devons avoir des données, des informations à partir desquelles faire ces estimations. Je voudrais très rapidement passer en revue avec vous, donc, comment créer des images composites, comment classer ces images ensuite, et donc, pour ce que nous ne pouvons pas couvrir, comme la dernière fois, sur le changement de couverture forestière. Il faut que je change l'image à l'écran. Nous y voilà. Alors, comme nous l'avons appris la dernière fois dans le module 2, nous allons examiner rapidement comment faire une image satellite composite. Vous allez à Formule, Recipe. Nous choisissons Mosaïque optique. Vous choisissez la zone qui vous intéresse, là, et on va choisir un pays, qui est l'Albanie, au hasard. Ensuite, je vais mettre l'année, je vais mettre 2022. Après, Landsat 9 et 8. Et je vais cliquer sur Done. Et ainsi, je créerai une bonne image composite avec bon pixel pour 2022 sur l'ensemble de l'Albanie. Et puis, très rapidement, je peux aussi voir comment créer une mosaïque optique de données de planètes. Donc, je choisis une nouvelle formule. Je choisis mosaïque la planète. Je choisis un pays. Dans ce cas-là, je vais prendre, comme la dernière fois, l'Ouganda. Et ce sera une image composite pour 2023 par mois, du mois de janvier au mois de mars, sans doute. Et donc, je vais sur les cartes de base. Ces informations devraient être dans le matériel du cours pour le module 2. Et vous verrez très rapidement que nous avons ainsi créé cette carte de base composite pour l'Ouganda sur 3 mois. Et vous pouvez sauvegarder ces formules. À ce moment-là, il suffit que vous nommiez à nouveau l'onglet où vous avez créé cette formule. Et donc 2023. Et cette formule sera sauvegardée dans votre liste de formules. Mosaïque optique pour Landsat est encore en train, vous voyez, de se télécharger, mais c'est l'examen de cette mosaïque de paysage. Et maintenant, je vais revenir sur le classement très rapidement. Si je veux classer une mosaïque optique de l'Ouganda, j'ai ainsi sauvegardé la formule et j'ai une nouvelle formule qui sera une formule de classement. J'ajouterai une image à classer. Donc, j'ajoute l'image comme formule de base sauvegardée.
Et je ferai donc l'image planète de l'Ouganda que j'avais obtenue à l'étape précédente. Je choisirai les bandes que je vais utiliser dans mon classement. Je vais sur suivant. Et après, il faut créer une légende de ces classes. Là, je mettrai arbre, puis 2, je mettrai autre, et 3, eau. Très simple. Après, il faut un peu attendre et maintenant, il va falloir que je fournisse des informations sur la formation pour classer l'image. À cet effet, je clique sur les différentes couches pour ajouter des couches à mon écran pour voir exactement où j'en suis dans mon classement en utilisant ce composite. Et puis, très rapidement, j'ajouterai les données de formation. Donc là, je mets l'icône et puis je mettrai donc sur l'écran, selon où je suis, donc que ces classes existent. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est l'eau, voilà. Je définis ça comme eau. Ça, c'est autre. Donc, je mets autre. Et après, ça, ce sont des arbres. Et donc, je mets le petit symbole jaune. Arbre. Alors, vous voyez, c'est très simple. 3 points, le classement en 3 points de données de formation et vous pouvez voir en principe, voilà, comment ça fonctionne. Voilà l'examen de vos classements. Vous voyez que dans l'étape à venir, pour faire des estimations de zones forestières, non forestières, changement de couvert forestier, vous pouvez utiliser ce classement pour faire un échantillon qui vous donnera des estimations. C'est l'étape à venir. Mais tout d'abord, pendant quelques minutes, je vais aussi vous parler de la détection des changements, des modifications. Dans ce cas, je vais venir sur un autre changement donc de modification en utilisant l'algorithme CCDC et la méthode donc par tranche de CCDC aussi. Je ne vais pas décrire tout cela, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai créé donc cette formule CCDC et à nouveau c'est fait sur cette zone qui m'intéresse et que j'ai délimitée à l'écran. Et ça, à nouveau, je le fais en prenant une formule. Et cette fois, je choisis créer, donc, dans une série dans le temps, une zone avec estimation CCDC. Voilà, maintenant j'applique et je vais essayer de créer une couche de cette formule CCDC, c'est-à-dire c'est un vrai instantané d'un certain point à un moment donné. Donc, quand je mets ajouter formule, donc je mets tranche CCDC et je fais une référence et je sauvegarde cette formule CCDC. Je l'avais déjà fait dans une étape précédente, voilà. Et puis je choisis suivant. Et maintenant, vous pouvez créer donc une tranche avec des données simples. Donc, c'est vraiment une image pour une date précisée. Voilà. Alors, nous allons mettre le 22 août 2022. Voilà. Et comment est-ce que cela
se retrouve. Je vais nommer cette tranche. Et j'en ferai une autre parce qu'on va en utiliser deux et voir le changement de la 1 à la 2. Alors, ajouter la formule CCDC slice. Donc, c'est la référence qui est la même au CCDC à 7. À choisir une nouvelle date maintenant. Dans ce cas, nous allons prendre ce 22 août, mais en 2022. Et maintenant, nous avons une image qui représente la façon dont cette zone qui nous intéresse se présentait le 22 août 2020 et une autre le 22 août 2022, 2 ans plus tard. Voilà, 22 août 2020 et 2022. Pour faire une détection en utilisant ces deux couches, il y a une autre recette dans le CEPAL, en changement d'indice, où nous pouvons voir donc le changement à partir de deux images. Alors, je choisis cette formule et l'image sera donc une tranche donc de l'année 2020. Nous pouvons choisir la bande que nous souhaitons envisager pour le changement. Je vais donc choisir un indice de végétation, ADVI. Voilà les deux images, c'est-à-dire celle de l'année 2022. La bande de changement, c'est DVI. Et voilà, terminé. Et voilà, maintenant, nous comparons rapidement l'indice de végétation à partir de la date de cette choix de cette couche jusqu'à l'indice de végétation à donc la tranche 2022. Et nous allons créer ainsi donc vraiment une carte qui calculerait les changements positifs et négatifs. Et en faisant ce genre d'exercice, nous avons sauvegardé les formules qui ne fonctionnent que sur des zones très limitées. Je le précise, si vous analysez de grandes zones, je vous conseille de sauvegarder votre saisie CCDC et utiliser par exemple les saisies de Google. Et puis, ces étapes sont aussi couvertes dans la documentation CEPAL. Pour de très grandes zones, en fait, c'est mieux d'utiliser donc sauvegarder les données sur la saisie Google Earth. Mais pour des petites zones, comme vous le voyez, ça fonctionne pas mal. Alors finalement, une autre étape, je vais ajouter les composites de Netflix Planet. Et je peux vous montrer ainsi ce changement de diapo et montrer quels sont les changements que nous évaluons grâce au changement d'indice que ça représente. En fait, vous voyez
fait, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose, mais bon, sur cette image, il y avait des petits bouts de terre qui avaient été déboisés en rouge et de croissance végétale, ou pas des fourreaux de végétation qui étaient en vert. Vous pouvez sauvegarder aussi cette formule pour le changement d'indice 2020-2022 et cette formule sera aussi sauvegardée dans le CEPAL. Donc, je pourrai rappeler ces informations dès que je rentrerai sur l'interface CEPAL. Et c'est là, ce produit de détection de changement peut être fait dans l'espace de travail CEPAL, mais aussi peut être utilisé pour l'étape que nous allons examiner maintenant, pour comment créer un échantillon et distribuer et interpréter ces échantillons pour estimer la zone de déforestation dans ces zones de croissance forestière, ou voir le changement de végétation quel qu'il soit, et en utilisant cette couche. Donc, et nous allons en discuter maintenant. Je vais donc revenir à la présentation. Je vais donc changer d'écran. Alors, excusez-moi. Donc, quelques instants, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, dit l'orateur. Alors, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Nous avons examiné la création composite, le classement, la détection des changements et maintenant nous allons regarder rapidement les estimations de zone. Alors ici, dans cette présentation, nous allons couvrir des échanges, donc, et là, nous allons couvrir des zones stratifiées et c'est une méthode d'estimation. Il y en a donc de nombreuses autres. Et voilà, là, nous avons donc une carte qui doit servir donc pour les couches, pour les unités d'échantillons examinées, pour s'assurer que toutes les classes donc sont intelligées. L'estimation sont reprises et la précision est affectée par la qualité des données sous-jacentes, c'est-à-dire qu'une bonne carte ou une bonne stratification peut produire des estimations plus précises qu'une mauvaise stratification. Alors, désigner cet échantillon ou voir comment interpréter, c'est la première étape dans ce processus. Et avec ça, je vais donner la parole à mon collègue Rémi Donuncio, qui va, quant à lui, étudier avec vous donc l'élaboration d'examens ou des réactions et d'analyse. Rémi, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Et plutôt que montrer les diapositives, je vais aller directement aux démonstrations. Vous avez les diapositives de toute façon. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Et bonjour à tous. Comme je l'ai dit, nous allons, un peu comme ce qu'a fait Eric, aller directement en des démonstrations de ce processus pour que ce soit plus tangible, facile de suivre le processus. À partir de ce point de départ, nous avons un changement de la carte, nous avons un produit qui montre le changement forestier et nous voudrions vous fournir donc le système qui vous donnera des estimations de zones avec des intervalles, ce dont nous pouvons dépendre. Je vais vous montrer cela en montrant ces différentes étapes. Nous travaillerons encore dans l'environnement CEPAL, mais avant de ce faire, j'aimerais vous rappeler à tous, et j'espère que vous pouvez voir mon écran, j'aimerais vous rappeler à tous, disais-je, que donc est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est pâle. Tout le monde voit. Et je voudrais donc vous rappeler que les courants ou les changements que nous présentons sont déjà disponibles en anglais dans les documents. Vous pouvez y avoir accès directement ici, à la page donc d'accueil de ces documents. Tout particulièrement, je vais vous montrer aujourd'hui en fait quelque chose qui est couvert dans le secteur d'activité sur les zones, donc l'axe de travail, sur les estimations dans le tableau axé sur les échantillons. C'est ce en fait que j'avais commencé à vous présenter pour créer un classement d'images, la détection d'une image. Et ce que nous étudions maintenant, c'est ici, c'est donc une estimation de la superficie, l'erreur basée sur les échantillons. Alors, regardez ces documents parce que ils couvrent en fait les différents aspects dont nous devons traiter. Quoi qu'il en soit, nous allons lancer à nouveau la plateforme CEPAL. Nous nous sommes attardés à la création des formules et maintenant nous allons nous intéresser à l'application. Avant de lancer une application, il est important de comprendre que ces applications sont lancées depuis notre cloud. Et pour ce faire, il faut utiliser une instance. Nous n'avons pas eu à faire cela auparavant, mais cette fois-ci, nous allons devoir utiliser une instance. Et vous pouvez donc revoir les étapes ici dans ce texte. Alors, je clique ici sur l'icône du terminal. Et pour cet exercice, puisque nous lancerons un module R et qu'on utilise une forme circulaire, et puisque nous utilisons des objets plutôt importants comme une carte nationale, il nous faudra une instance adéquate. Donc, j'utiliserai l'instance N2. Je vais saisir ici N2. Et vous vous demandez peut-être, surtout si vous venez de vous joindre à la plateforme, comment faire? Vous pouvez cliquer ici sur le budget en bas à droite. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour lancer une instance, vous pouvez faire une demande de ressources en cliquant ici sur le bouton vert. Nous vous recommandons de saisir ces chiffres et ces montants
pour ce type d'instance. Et il faut un commentaire pour justifier la demande de ressources supplémentaires. Donc, par exemple, ici, vous pouvez écrire « Je veux tester le processus de cette instance ». Et voilà. Donc, voilà, nous avons lancé une instance. Une fois que cela est fait, nous pourrons téléverser une carte dans le système et entamer le processus. Voilà, l'instance a commencé. Je vais donc passer à l'étape suivante, l'approbation de la carte. Plutôt le téléversement de la carte. Pour pouvoir interagir entre CEPAL et votre ordinateur, je vous recommande d'utiliser un outil comme FileZilla, qui est un outil de transfert de fichiers. Donc, vous ouvrez FileZilla et si vous cliquez ici sur « Gestionnaire du site » ou bien vous cliquez sur CTRL-S ou vous appuyez plutôt sur CTRL-S, vous aurez accès à vos fichiers. Vous pouvez créer ici un nouveau nom de fichier. L'adresse est ssh.cepal.io. Les données d'enregistrement sont le mot normal et puis vous saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous pourrez retrouver ce fichier plus tard. Et donc, vous voyez, mes données d'utilisateur, de toute façon, s'enregistrent. Alors, voilà. Je vais dans la section téléchargement ou download et je retrouve l'environnement CEPAL. Nous allons créer un fichier. Je vais appeler le nouveau fichier Data Module 3. Donc, ça sera le fichier exemple, Data Module 3. Et puis, je téléverse une carte dans CEPAL. C'est une petite carte au fin de l'exercice. Donc, tout ce que je dois faire, c'est faire le clic droit et cliquer sur téléverser ou upload. Voilà. Maintenant, je peux aller dans l'environnement CEPAL et je peux vérifier que le fichier se trouve bien dans la plateforme. Vous voyez ici qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle Data Module 3. Et dans Data Module 3, vous voyez que s'affiche la carte que j'ai téléversée. Je vais vous expliquer où j'ai trouvé cette carte. Cette carte a été créée en utilisant le même processus expliqué par Eric autour du bassin du Congo. C'est un projet qui a été financé par l'initiative CAFI. Il s'agissait d'un projet portant sur les facteurs de la déforestation. Il y a un lien. Vous pouvez cliquer, par exemple, ici. Il y a tous les résultats et les méthodes associées au projet. Vous avez également accès à la carte couche que je vous ai montrée. Également des classements présentés pour la carte de base entre 2015 ou d'ici à 2050. Bon, donc revenons à notre petite carte. Il s'agit d'une carte extraite du processus de détection des changements effectué dans le cadre du projet que je vous ai mentionné. Maintenant, je vais vous montrer cette carte. Voici la carte, elle est toute simple. Elle a été simplifiée pour l'exercice d'aujourd'hui, bien sûr. C'est une région au nord du Congo. Il y a des
glace, dégradation, forêt, non-forêt, eau. Voici la carte que nous allons donc consulter dans l'environnement CEPAL. J'ai donc une carte. J'ai ouvert la plateforme et maintenant je peux choisir les applications. Il y a plusieurs applications et outils. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conception stratifiée de l'évaluation des superficies. Sachez que l'outil peut prendre quand même quelques instants avant d'être complètement actif. Soyez patient, il y a beaucoup de données. Attendez peut-être 30 secondes, une minute. Cela dépendra à chaque fois. Une fois que le tout est prêt, la manipulation se fait rapidement. Et si vous avez l'impression que ça prend trop de temps, vous pouvez arrêter le processus et le lancer de nouveau. Dans le cadre de cette instance, j'ai utilisé des ensembles d'outils et donc si je lance de nouveau ce type de processus, ça sera plus rapide. Donc voilà notre interface. Elle a été conçue il y a assez longtemps, mais elle fonctionne encore très bien. Vous pouvez choisir la langue, français, anglais ou espagnol. Nous choisissons l'anglais pour aujourd'hui. Les différentes étapes se trouvent à gauche de l'écran. Commençons par la première étape, introduction. Ici, il y a une liste de consignes et d'indications. À droite, vous voyez les documents de référence auxquels vous avez accès. Ensuite, deuxième étape, saisie de la carte. Vous voyez ici qu'il manque une saisie. Et donc, ce que je ferai, c'est que j'irai dans mes fichiers et je choisirai la carte que nous venons de téléverser sur la plateforme. Donc, il faut saisir un document, une carte pour ce type de processus. Ensuite, prochaine étape, générer des strates. Alors, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous verrez ici qu'il y a un décompte des pixels pour chacune des classes. Je connais cette carte et je connais la légende car nous avons utilisé une carte connue. Et donc, j'aimerais rendre plus explicite cette carte. Donc, je vais compléter la légende. Classe 1, déforestation. Classe 2, dégradation. Classe 3, forêt. Classe 4, non-forêt. Et classe 5, eau. Et je confirme donc la légende. J'ai ici le nombre de pixels qui est indiqué pour cette carte. Je peux maintenant passer à la prochaine étape en cliquant ici à gauche. Il y a plusieurs éléments qui nous poussent à choisir une taille ou une autre taille. Il y a ici la précision qu'on peut choisir. Donc, je choisis ici. Je choisis haute définition pour le premier et basse définition pour l'autre. Il y a une bonne souplesse autour du choix de la définition, sachez-le. De base, le système nous donne 1000 échantillons. Pour cet exercice, je simplifierai. Je vais donc augmenter la zone, mais j'aurais pu garder les paramètres par défaut si j'avais voulu.
Ici, on a la distribution des échantillons et on peut les distribuer en cliquant sur générer des points d'échantillonnage. Vous verrez apparaître une boîte de dialogue qui indique que la carte est en cours de préparation et tout d'un coup, voilà, elle apparaît et on voit des points qui ont été ajoutés sur la carte. Je vais maintenant changer le nom de mes fichiers exportés. Le nom par défaut est la date, une date associée au fichier. Mais si vous voulez, on peut changer le nom. Je vais écrire module 3 exercice. Ici, je vais télécharger les documents comme projet de données collectées, ou je peux aussi télécharger d'autres types de fichiers, comme vous le voyez à l'écran. Donc voilà, nous avons ceci en format CSV. Comme vous voyez, il est possible de visualiser les données sur Excel avec les coordonnées, les points associés, etc. Je vais maintenant passer à la prochaine étape. Une fois que ces points ont été créés, il me faudra une interface permettant de faire une interprétation visuelle de ce schéma. J'irai donc en ligne pour ouvrir une plateforme collect.earth. Collect Earth est une plateforme en ligne. Elle vous permet de créer des projets adaptés sur mesure où vous pouvez collecter des données. Si vous n'êtes pas enregistré à la plateforme CEO, Collect Earth Online, vous pouvez créer un compte. Donc moi, je vais utiliser mon compte. Je m'enregistre, je mets mon mot de passe et vous voyez en haut à droite de l'écran, mon nom d'utilisateur apparaît. Vous voyez à gauche les institutions qui participent à alimenter les données de cette plateforme. Ici, je peux cliquer et écrire NFMS Sepaland. Sepaland est un pays fictif, le pays Sepal. Et ici, je saisis une description. Je clique sur accepter les conditions d'utilisation et j'active. Là, je crée un projet. Lorsque je clique ici pour créer un projet, j'ai cette page qui apparaît. Je peux utiliser des gabarits déjà existants. Je peux également utiliser des projets publics. Nous avons une pléthore de projets publics à disposition. Donc aujourd'hui, nous pouvons choisir un de ces projets. Vous pouvez également saisir des mots-clés qui vous permettent de réduire votre recherche et de retrouver des projets plus précis. J'ai écrit CEPAL, projet public, et j'ai choisi ce que vous voyez à l'écran. Je ne veux pas copier les points, donc je désélectionne cette case. Et ce que je fais ensuite, c'est que je saisis un nom de projet. On va l'appeler estimation des superficies. Bon, ou ce que vous voulez. Ensuite, je peux cliquer ici sur la case publique, comme ça les gens auront accès à ce projet dans l'avenir. On a sélectionné les données NICFI, planète. Ici, je téléverse mon fichier de points, celui que j'ai créé tout à l'heure.
Vous voyez ici que j'ai un fichier, c'est le bon format et je peux le téléverser. Je clique sur Suivant. Ici, vous voyez des questions, des exemples de questions. Vous pouvez cliquer, par exemple, oui ou non, choisir. Ça vous permet de créer des questions et vous pouvez créer des relations entre vos questions. Vous pouvez également ajouter des questions. Je veux écrire, par exemple, type de couverture terrestre. Je veux, par exemple, inscrire forêt primaire. Et puis, deuxième couvert, un couvert forestier secondaire. Voilà. Donc, couvert primaire, couvert secondaire. Vous pouvez adapter. C'est très facile à utiliser et à configurer. C'est tout. J'ai donc créé un système. Il faut toujours accepter les conditions d'utilisation. Voilà. Cela générera un projet. Je peux directement choisir de colliger les points. Nous allons tourner ici sur les ensembles de points. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les points sont distribués au hasard, donc je ne sais pas ce qui apparaîtra en premier. Ce que nous voulons, c'est de valider chacun des processus. Les changements sont donc suivis et l'idée est de faire correspondre les classements de vos cartes. Je vais vous montrer comment avoir accès aux images de la plateforme Planète NICFI. Cela vous permet de consulter les mosaïques mensuelles. Et cela va jusqu'à mars 2023, donc il y a un mois à peine. Vous pouvez remonter jusqu'à il y a 7 ans. C'est une forêt très stable, comme on peut le constater. Je peux inscrire forêt primaire et enregistrer et passer à l'étape suivante. Sachez que les échantillons sont choisis au hasard. Il y a beaucoup plus de points d'échantillon que de points de changement. Comme vous le voyez, il y a différentes formes qui s'affichent. Là, vous pouvez exporter en données d'échantillons. Cela créera un fichier CSV. Ce fichier CSV peut être téléversé dans l'environnement CEPAL et être réutilisé. Ici, j'ai les résultats de ma collecte CEO. Ce que je peux faire, c'est d'utiliser ce fichier Je vais retrouver le fichier et on arrive à la dernière étape de ma démonstration. Une fois que le schéma a été créé et que la collecte a été faite, je peux utiliser le dernier module, le module de l'analyse des superficies stratifiées. Donc, analyse des superficies stratifiées. Lorsque les ensembles sont déjà présents
Dans CEPAL, tout va beaucoup plus rapidement, comme vous le voyez. Donc, il faut ici commencer, choisir un fichier de référence. Il s'agit de points qui ont été validés. Il s'agit de données qui ont été nouvellement interprétées, comme vous l'avez vu. Vous choisissez ici donc un fichier. Il y a plusieurs possibilités. Je vais utiliser une version simulée parce que nous n'avons pas pu interpréter 150 différents points de zone d'échantillon aujourd'hui. Mais bon, ici, c'est seulement pour l'exemple. Je clique ici, je choisis cela. Et il vous faut également le fichier de superficie avec le décompte des points. Si vous utilisez ce fichier, vous pouvez sélectionner les colonnes correspondantes. Par exemple, donner des cartes, donner de la superficie, etc. Maintenant, je me rends au résultat. Ici, vous verrez une matrice apparaître. Il y a ensuite les intervalles de confiance statistique et les données. Vous pouvez télécharger ces données et vous verrez apparaître des diagrammes à droite. Vous verrez, par exemple, que certains éléments offrent une marge de confiance plus importante que d'autres. Je sais que ça a été rapide, qu'il y avait beaucoup d'étapes. J'espère que c'était assez clair. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. On va faire un dernier petit survol. Voici les estimations avec les superficies sur un fichier Excel. Sachez que vous ne devez pas suivre toutes les étapes à la lettre. Vous aurez accès à la démonstration et vous pourrez donc consulter les consignes. Et voilà. J'espère que c'était clair. J'ai terminé la démonstration. Nous allons maintenant parler des prochaines étapes et de l'avenir, car cela fait déjà un bon moment que nous utilisons ces outils. Nous allons nous intéresser à d'autres outils méthodologiques qui nous permettent d'avoir des données plus précises. Nous allons essayer de trouver également des façons plus rapides de parcourir les données parce que le tout est assez chronophage. Je cède le micro à Eric ou à Andreas, je ne sais pas. Vous pouvez donner la parole à Andreas. Andreas, c'est à vous. Je vais partager mon écran un instant. Okay. Yes. So as Eric and Remy have shown, Comme Eric et Rémi l'ont présenté, dans le passé, nous utilisions l'approche basée sur la création d'une carte. Nous essayons aujourd'hui d'améliorer nos méthodes.
Nous voulons également trouver des méthodes alternatives. En ce moment, nous utilisons, entre autres choses, l'estimation de la superficie par ensemble. L'idée est d'utiliser une grille assez dense. Les recherches démontrent que les événements rares exigent un échantillonnage intensifié. Nous voulons que l'outil soit facile à comprendre et facile à mettre en application. Nous voulons également qu'il y ait une certaine hiérarchie entre les différents échantillonnages. Et le point central est le suivant. Nous ne voulons pas utiliser qu'un seul algorithme. Nous voulons pouvoir utiliser plusieurs outils pour avoir plusieurs estimations. Alors, petit survol de cet outil. Nous avons parlé de l'estimation des superficies stratifiées. Il s'agissait d'une carte avec des différentes classes et différents échantillons. Dans cette nouvelle approche, on intègre une grille intensifiée sur la zone d'intérêt. Avec cet échantillon très dense, il est possible d'extraire une série temporelle. On peut utiliser différents algorithmes pour ce faire, pour chacun des points. Et si on veut faire un travail complet, cela sera cependant très long. Des recherches indiquent que l'utilisation de ces différents algorithmes permettent une convergence des résultats et des preuves. La combinaison de tous ces algorithmes est supérieure en qualité. Et la technique ressemble à celle dont nous avons parlé. Nous utilisons des algorithmes pour saisir des données dans un système d'apprentissage machine. Cela génère des probabilités de changement. En utilisant cette probabilité de changement, cela nous permet une nouvelle approche. Au lieu d'échantillonner des classes, on peut optimiser les sous-échantillonnages de population. La déforestation, la dégradation ne sont que quelques points dans une zone. Dans la première étape, on définit un cadre de strates, COSAC. Ensuite, l'allocation est faite par le biais de l'utilisation de NIMN. En pratique, Et dans la pratique, comme les zones stratifiées, nous faisons un peu de probabilité et un peu de proposition de changement, alors que celle a d'être une possibilité élevée, naturellement, pour en avoir davantage. Quoi qu'il en soit, lorsque nous lisons la probabilité, les erreurs d'omission donc abassent cette probabilité et nous sommes moins frappés par par ces strates. Et enfin, surtout, pour cette courbe qui remplit l'espace avec des sous-échantillons de toutes ces strates, en fait, nous faisons un échantillonnage systématique. Et là, vous voyez cet exemple de cette courbe, donc, pour remplir l'espace, pour choisir l'endroit, donc la superficie d'échantillon, et pour sans perdre les informations des exercices précédents. Ainsi, nous pouvons utiliser des estimations faciles à comprendre dans les estimations de changement.
Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous le voyez ici. En fait, nous commençons avec des calculs a priori, de la taille nécessaire pour calculer le changement avec une certaine certitude. Ensuite, nous extrayons les séries dans le temps et nous avec des changements d'algorithme. Alors, dans le premier cycle, nous faisons ces séries temporelles qui sont en général très denses et il y a trop de points pour les interpréter visuellement. Il y a différentes stratégies pour les premiers échantillons, pour les premiers cycles de sous-échantillonnage. Et cette interprétation retombe dans la classification, utilisant tous ces résultats des analyses temporelles. Et nous pouvons commencer maintenant la stratification. Lorsque nous avons la stratification, à ce moment-là, nous pouvons regarder les différentes estimations sur les superficies. Cette approche, je vous le rappelle, est en pleine évolution. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'appliquer tout un courant d'activité, donc avec des séries dans des livres, et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons vous fournir des interfaces pour usagers, pour des gens qui connaissent moins bien le codage. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais présenter et j'espère que maintenant nous allons pouvoir commencer avec les questions-réponses. Merci beaucoup. Peut-être une seconde pour que j'essaie de résumer certains points et nous pourrons commencer les questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Andreas. Alors, voilà, je vais essayer de partager mon écran. Merci à Andreas et Rémi de cette présentation et de ces informations. Alors, nous avons couvert très rapidement beaucoup de questions aujourd'hui. Cet enregistrement sera à votre disposition pour faire référence sur toutes les étapes. Et nous avons couvert examen, donc nous avons examiné donc les compositions composites, la classification, le changement, la détection, comment élaborer donc un échantillon stratifié en utilisant laquelle carte. Nous avons l'examen sur comment du modèle, comment analyser ces échantillons et ce qui est nécessaire pour créer ce que nous appelons ces estimations à haute intégrité de changement au fil des périodes. Et nous avons aussi, nous essayons de voir les directions que prendra ce processus pour fournir des données plus précises encore, des estimations plus précises du changement du couvert terrestre. Et l'idée, c'est que ça devrait être appliqué donc pour la convention cadre sur le changement climatique et aussi dans les estimations de projets, donc pour d'autres normes carbone et dans des processus de vérification. Voilà, je tiens à vous remercier à nouveau tous de votre attention et maintenant, nous avons répondu à des questions-réponses pendant toute la session, mais peut-être qu'Andreas ou Rémi, est-ce que vous voyez des questions auxquelles il vous semble mieux devoir répondre oralement? Y a-t-il des mains qui se lèvent de la part des participants? Et c'est ce qui peuvent poser des questions. N'hésitez pas à le faire si vous voulez. Et à nouveau, je vous remercie.
Eric, si vous voulez, nous pouvons prendre une des questions des participants. Nous avons quelqu'un qui a levé la main, si vous en êtes d'accord, pour poser sa question. Juan, j'ai activé votre micro. Vous pouvez prendre la parole. Juan Lopez. Merci beaucoup, Annalise. Je me demande ce qu'il en est du cours dans son ensemble. Je n'avais pas de calendrier des différentes sections. Enfin, que je voulais voir le programme de ces sessions et les notes de présentation pour pouvoir peut-être les réécouter et puis les mettre sur mon site. Je vous remercie. Annalise, peut-être que tu veux répondre. Merci beaucoup de cette question. Oui, comme vous le savez, comme nous l'avons dit, nous allons mettre les présentations PowerPoint et pour les projets créés dans le module 2 et donc du cours. Donc, continuez à vérifier. Vous avez un résumé des instructions aussi dans la brochure sur le suivi et aussi, on n'entend plus l'orateur. Vous pouvez trouver plus de détails. Malheureusement, il y a eu une interruption. Alors, continuez à suivre ce qui se passe sur la plateforme module 3 et vous verrez tout apparaître en temps et lieu. Merci beaucoup, Annalise. Andreas, tu veux peut-être rappeler certaines questions qui ont été posées dans les questions-réponses? Il y a une autre main de Cédric et Diana. La plupart des questions, en fait, on y a répondu dans le chat. Alors, faisons entendre d'abord la voix des participants, peut-être oralement. Cédric, vous avez la parole. Cédric, veuillez ouvrir votre micro. Votre micro, Cédric, il faut ouvrir le micro. Oui, allô, bonsoir. Ma question va dans le sens des échantillons. J'aimerais savoir si l'échantillonnage dans Collect Online peut nous aider à avoir une meilleure classification ou des statistiques plus précises, surtout dans les régions à forte couverture nuageuse, comme dans le littoral camerounais ou dans la Guinée équatoriale. Maybe I can take that one. So I'll translate quickly. Cédric demande si sur Collectors Online, on peut affiner le questionnaire pour avoir de meilleures classes et ça peut être utilisé pour la classification, pour améliorer la classification et pour arriver à des informations plus précises et plus granulaires, surtout dans des endroits où il y a un grand vraiment des problèmes de couvert nuageux. Et ce qu'on peut faire dans ce cas-là, comme au Cameroun. La réponse, c'est que oui, vous pouvez utiliser le système, vous pouvez utiliser l'estimation de superficie stratifiée, vous pouvez répondre aux questions si vous avez assez d'échantillons qui tombent dans les sous-catégories. Vous pouvez utiliser les estimations finales et vraiment avec ceux que vous avez interprétés pour l'affiner et pour avoir plus de granularité. Donc, en effet, vous pouvez ajouter plus de questions, affiner le questionnaire pour avoir plus de détails. C'est exactement ce que nous avons fait dans l'exemple CAFI, parce que nous avons étudié différents facteurs de déforestation. Nous avons estimé le poids de chaque facteur à partir de ce processus. Donc, justement, à cet effet, est-ce que vous pouvez utiliser cela pour améliorer la classification? Oui. Une fois que vous avez
fait donc un premier ensemble d'interprétations. Vous avez quand même des références solides, vous pouvez les réutiliser comme données de formation pour la classification. Ça ne changera pas grand-chose pour le couvert nuageux parce que c'est une mosaïque que vous classez selon où vous trouvez, mais ça peut vous fournir de meilleures données pour la formation, par exemple, l'inconvénient étant que vous allez perdre les points que vous avez interprétés qui ne seront plus disponibles pour validation. Vous aurez perdu le droit à la validation. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire pour améliorer vos cartes ou votre système d'échantillonnage. Et pour les nuages, eh bien, si vous voulez réduire ce couvert nuageux, on a déjà posé cette question la dernière fois. Nous avons tous les exemples que nous avons et nous avons utilisé de bonnes mosaïques et toutes les acquisitions nécessaires pour vous aider. Et c'est une partie de la réponse. Et l'autre, vous pouvez utiliser des données qui pourront éventuellement, que vous pouvez utiliser simultanément donc pour le processus de classification. J'espère que cela est clair. Et sinon, Cédric, nous pouvons parler à un autre moment et je peux vous donner des explications supplémentaires. Je vous remercie. Merci Rémi. Nous avons une autre question, Abraham. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui. Oui. Eh bien, merci beaucoup de cette présentation. Je suis Abraham. Je suis un peu inquiet de la représentation que vous nous fournissez et nous apprécions vos efforts, bien sûr, mais si nous ne pouvons pas vraiment avoir accès à toute la vidéo et la présentation, et il faudrait que nous puissions enregistrer la leçon du début à la fin, parce que lorsque l'exercice est achevé et la plateforme sera conclue, je pense, et nous pourrons peut-être utiliser, il faudra encore que nous puissions avoir accès. Ce que j'ai remarqué dans une des présentations, c'est qu'il faut avoir plus de pratique pour mieux savoir ce qui se passe. Alors nous aimerions beaucoup que vous fassiez une véritable démonstration de l'ensemble de l'exercice, du premier module jusqu'au dernier, et nous en serions très reconnaissants. Nous pourrions l'utiliser chaque fois qu'il y aurait des difficultés. Nous pourrions étudier la démonstration et vraiment ensuite nous remettre sur la bonne voie. Je vous remercie. C'est tout. Merci. Andrés, merci Abraham de votre question. Vous aurez accès aux enregistrements dans les prochains jours. Vous pourrez consulter donc les vidéos et suivre toutes les étapes à votre rythme. Andreas, nous pourrions ajouter que les vidéos seront mises à disposition après la fin du cours. Toutes ces vidéos seront disponibles pour le grand public. Ne vous inquiétez donc surtout pas. Vous pourrez consulter les documents et les vidéos pendant le cours et également après le cours. Merci. Nous vous en sommes très reconnaissants. Oui, nous allons adapter tout le matériel après la fin des cours et tout le matériel pourra être utilisé. Vous pourrez suivre le cours de nouveau. Je vais maintenant donner la parole à Élise. Oui, bonjour, bonsoir. Je vous salue l'équipe de CEPAL pour cette belle initiative. Donc, c'est un plaisir pour moi de suivre mon premier module avec CEPAL. C'est important pour moi.
La question que je veux poser, c'est qu'en Haïti, je suis Haïti. En Haïti, il y a des problèmes avec les zones humides qui sont en voie de disparition. Donc, normalement, est-ce que c'est pas du moins la FAO travaille sur ce qu'on appelle la disparition des zones humides en Haïti? Parce que cette zone-là abrite beaucoup d'espèces importantes. Donc, il travaille, il lit dans ce qu'on appelle l'inondation et diverses autres catastrophes naturelles. Donc, et ce sujet-là m'intéresse beaucoup en ce qui concerne la disparition des zones humides, ou du moins l'extension des zones humides. Donc, est-ce que la CEPAL ou du moins CEPAL ou bien la FAO travaille sur ce qu'on appelle la disparition des zones humides? Merci. Je répondrai à cette question. Merci beaucoup, Elinx, de votre question. Elinx vient d'Haïti. Il demande si l'outil CEPAL peut être utilisé pour effectuer une surveillance des zones humides, ainsi qu'une surveillance des mangroves et d'autres types de terres humides. Pourquoi? Parce que ces zones sont sujettes aux catastrophes et désastres naturels associés au changement climatique. Elinx demande si CEPAL peut être utilisé pour faire une surveillance de ces zones. Oui, la FAO travaille sur le sujet des zones humides dans plusieurs régions du monde. Nous avons des projets au Kenya, en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Bangladesh, autour du Mekong, par exemple. Nous faisons une surveillance des mangroves. Nous nous intéressons également beaucoup aux tourbières en Indonésie, en Malaisie. Nous utilisons CEPAL pour enregistrer les changements. L'exercice qu'Éric a montré aujourd'hui est un exercice qui peut être appliqué pour des zones humides. Vous pouvez donc appliquer les mêmes principes. En ce qui concerne Haïti, je sais que le bureau de la FAO est en contact avec le pays et ses ressources. Je ne sais pas si les zones humides sont comprises dans le processus de surveillance, mais nous nous intéressons beaucoup aux changements causés par les catastrophes naturelles. Nous sommes donc en cours de surveillance des changements causés par les désastres naturels, pas nécessairement à Haïti, mais dans plusieurs régions du monde. Andreas, vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. En ce qui concerne les changements, Eric a donné un exemple basé sur les forêts, les couverts forestiers. Par contre, vous pouvez faire exactement la même chose en ciblant les mangroves. C'est la même logique de cartographie. Lorsque vous collecterez les données, vous ajusterez la sélection des données. Elinx, n'hésitez surtout pas à nous écrire directement. Nous pourrions vous envoyer des exemples d'utilisation de CEPAL dans le cas d'événements naturels, de désastres naturels. Il y a également la question des inondations. Nous avons fait ce type d'exercice en Éthiopie et en Somalie il y a quelques années. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous et nous ferons un suivi sur la question. Il y a une façon de cartographier les inondations sur CEPAL parce qu'il y a un accès à Google Earth et ceci vous permet de classifier les données. Aujourd'hui, nous avons ciblé les processus d'estimation des superficies. Cependant, sachez qu'il y a une pléthore de classifications et de types de classifications qui s'offrent à vous sur la plateforme CEPAL.
Il n'y a plus de main levée, je pense, mais je crois qu'il y avait une question similaire dans la boîte de dialogue. La question portait sur l'accès aux images de Google Satellite. Il y a plusieurs façons de visualiser ces données et d'utiliser ces données pour la classification. Vous pouvez, par exemple, utiliser ces données en arrière-plan. Si vous ouvrez plusieurs écrans, plusieurs fenêtres, vous pouvez avoir Google ou Nikfi en arrière-plan. Il y a également des formules précises qui utilisent les données de planètes. Cela vous permet de créer des composites. On vous a d'ailleurs montré cet exercice au début du cours. Il y a une autre question, Andreas. Oui, allez-y, Juan. Dans le cas du Venezuela, je m'intéresse à l'échantillonnage sur des milliers de kilomètres carrés. Il est possible de le faire. Est-ce qu'on peut utiliser la plateforme pour faire une analyse du pays dans son entièreté, de toute la superficie du pays? Vous parlez de l'analyse des échantillons? Oui. Si je veux mettre à l'épreuve différentes cartes et comparer des cartes pour tout le Venezuela, est-ce que je peux le faire? Vous pouvez essayer, mais vous aurez peut-être besoin de plus de ressources. Vous aurez besoin d'une mémoire de travail plus importante sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner une des machines de travail. Si vous avez des problèmes, vous pourriez essayer ce type d'exercice. Ça a déjà été fait à l'échelon national, donc oui, vous pouvez essayer. Merci. Merci, Juan. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les participants? Il nous reste encore quelques minutes. Enoch aimerait prendre la parole. Merci, vous m'entendez? Oui. Merci de votre présentation. J'ai une question pour Andreas. Je m'intéresse à la nouvelle méthodologie. Ma question porte sur les first masks et sur votre opinion. Comment comparez-vous l'utilisation des produits de couverture nationale? Les produits divergent. Donc, nous utilisons des produits pour comparer les changements forestiers. Est-ce qu'on peut avoir confiance en la définition de ces produits? Merci. Merci, Enoch. La méthodologie est en cours de développement. Il est vrai que nous utilisons des produits mondiaux, mais nous ne les utilisons pas directement. Eric l'a montré. Lorsque vous classez des données
issues de planètes avec les données infrarouges, les données NDVI, etc. Au lieu de n'utiliser que les données du satellite, nous utilisons également d'autres produits comme les changements forestiers, les niveaux associés aux forêts, et nous utilisons donc la saisie de différents algorithmes. Il ne s'agit pas d'un seul produit qui définira une zone. Voilà pourquoi c'est une information déséchantillonnée et désagrégée. En fusionnant le tout, cela nous permettra d'obtenir un chiffre ou plutôt une donnée qui nous indiquera s'il y a un changement ou s'il n'y a pas de changement. C'est une façon un peu différente de créer des échantillons. Normalement, nous utilisons des échantillons stratifiés pour créer une carte. C'est la méthode traditionnelle. Or, cette nouvelle méthode diffère dans la façon de sélectionner les échantillons. Mais au bout du compte, c'est l'interprétation visuelle qui vous permettra de comprendre les résultats. Nous n'allons pas utiliser des produits mondiaux pour faire des estimés de superficie en ce qui concerne le couvert forestier, les changements, etc. Cela répond à votre réponse? Cela répond à votre question, dis-je. J'ai une autre question en ce qui concerne cette nouvelle méthodologie. Je sais qu'elle est en cours de développement, mais dans l'avenir, est-ce que cette méthodologie sera efficace? Et en ce qui concerne l'estimation de la superficie stratifiée, est-ce que vous pensez qu'il y aura une méthode hybride? Peut-être qu'on pourra utiliser ces deux méthodes ensemble. Je pense que ce sera soit une méthode, soit l'autre méthode. Mais il serait intéressant d'essayer ces deux méthodes et de constater quelle méthode est la plus adéquate dans votre cas, pour vos besoins. Les outils d'estimation stratifiés sont accessibles, sont plus faciles d'utilisation. Or, avec cette nouvelle approche dont je vous ai parlé, nous essayons de mettre en œuvre des améliorations, mais nous sommes encore à l'étape de l'essai. Dans quelques mois, cet outil sera disponible sur CEPAL et vous pourrez également mettre à l'épreuve l'outil et communiquer avec nous s'il y a des écueils. Merci beaucoup. Je vous contacterai alors. Merci. Merci Rémi pour répondre à la dernière question des questions-réponses. Oui, nous arrivons à la fin, nous conclurons après. Il y a eu une question qui portait sur les licences, donc comment le CEPAL est utilisé. Il n'y a pas de réponse simple là, parce que nous utilisons par exemple les services de Google Earth Engine, qui a une licence précise, et toute utilisation commerciale de Google Earth doit être faite avec l'accord de Earth Engine et en payant. Alors, si vous utilisez CEPAL pour utiliser Earth Engines pour faire différentes strates de produits, et naturellement, vous empiétez sur le brevet et vous risquez d'avoir des problèmes. Mais on ne peut pas vous empêcher de le faire. Nous ne pouvons pas vous l'interdire, hein, mais de façon générale, le CEPAL lui-même est tout à fait libre et ouvert
et ce qui permet toute utilisation du marché des informations techniques. Nous n'imposons rien. Théoriquement, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, mais soyez prudents, vous risquez de rencontrer des problèmes éventuellement si vous utilisez Earth Engine sans l'avoir demandé. C'est donc, il n'y a pas de réponse simple, mais enfin, contactez-nous aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes spécifiques pour pour un produit quelconque. Et je ne sais pas comment nous voulons conclure. Et je voudrais peut-être, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus encore aujourd'hui nous écouter. Vraiment, je tiens à vous le transmettre, à vous remercier tous de notre part à tous. Voilà. Merci Rémi, merci Andreas, merci à l'équipe CEPAL, merci aux interprètes et bien sûr à tous de votre appui. Merci aux participants. J'espère vous voir sur la plateforme et jeudi prochain, nous avons une autre session. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.